à tous et bienvenue. J'ai choisi de vous parler aérien ce matin et plus précisément de la compagnie Ryanair. C'était à prendre ou à laisser. Les pilotes allemands ont refusé le deal proposé par la direction de la compagnie en Allemagne. L'idée, baisser les salaires des pilotes de 20% sur 4 ans pour amortir le choc de la crise et conserver l'emploi. C'était quitte ou double, mais les pilotes campent sur leur position et préfèrent perdre leur job. C'est donc la base de Francfort qui fermera purement et simplement le 1er novembre, vraisemblablement suivi par celle de Berlin et Düsseldorf. Ryanair, compagnie internationale, vous le savez, qui voit les réactions de ses pilotes aussi tranchées que différentes en fonction des pays, car en Angleterre, par exemple, ces derniers ont accepté le contrat et réduit leur salaire de 20%. Qui a raison? Seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup à Iris Vinker pour ce croquis subtil aujourd'hui. Trois patrons pour faire le plein d'énergie ce matin, alors que la maison mère du Bon Coin vient d'annoncer le rachat du site de petites annonces eBay. Le patron du Bon Coin en France, Antoine Jouteau, est avec nous sur ce plateau. On parlera aussi maison connectée et transition énergétique avec Philippe Delorme, vice-président exécutif de Schneider. Et pour finir, on parlera également d'un jean 100% made in France. Et oui, ça existe. Il s'appelle 1083 et il fait déjà parler de lui. Mais tout de suite, les 4 chiffres qu'il fallait retenir. C'est avec vous, Olivia Hierret-Daubray. Bonjour. Bonjour Capucine, bonjour à tous. Et on commence avec Jeff Bezos. Le milliardaire a gagné 13 milliards de dollars en une seule journée, celle du lundi 20 juillet 2020, du jamais vu depuis la création de l'indice Bloomberg Billionnaire en 2012. Forcément, les actions d'Amazon, elles, ont bondi de 7,9%. C'est le plus haut niveau depuis décembre 2018. Et on continue du côté du Royaume-Uni avec un sondage qui ne va pas réjouir Boris Johnson. En effet, Capucine, selon une enquête européenne récente, 57% des Britanniques souhaitent rejoindre l'Union européenne et seulement 35% d'entre eux soutiennent toujours le Brexit. Alors, pour rappel, le Royaume-Uni est actuellement dans une période de transition, ce qui signifie qu'il maintient les mêmes règles commerciales et douanières qu'avant de quitter l'UE, une période qui devrait s'achever à la fin de 2020. Que de nouveaux accords commerciaux soient négociés ou non, selon Boris Johnson. À présent, direction les États-Unis pour votre troisième chiffre. Oui, les États-Unis, Capucine, où Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de bitcoin et de crypto-monnaies du pays, a déclaré avoir bloqué un transfert de bitcoin s'élevant à près de 280 000 $, environ 240 600 €. Ce transfert provenait des hackers derrière le piratage massif de Twitter la semaine dernière, le 13 juillet. 130 comptes Twitter médiatisés, dont celui de Barack Obama, d'Elon Musk, c'est pas la même chose, de Tesla et de Kanye West avaient été piratés, une somme qui aurait pu être bien plus élevée si Coinbase n'était pas intervenu, selon le magazine Forbes qui relaie l'information. Et on termine avec votre dernier chiffre. Plus de la moitié de la population mondiale utilise désormais les réseaux sociaux. Je pensais que c'était plus même. Tout à fait, Capucine. Sur les plus de 7 milliards d'humains sur Terre, 51% sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, soit 3,96 milliards de personnes. La démocratisation massive des smartphones et les applications, toujours plus nombreuses et variées, y sont sûrement pour quelque chose, mais le confinement pourrait l'être également. Les réseaux sont devenus pour beaucoup le seul moyen de communiquer avec leurs proches. Au total, ces 12 derniers mois, c'est 376 millions de nouveaux utilisateurs qui ont rejoint les réseaux sociaux pour la première fois, ce qui représente 12 nouvelles personnes par seconde. On restera là-dessus. Merci beaucoup Olivia et on enchaîne tout de suite avec Smart Leader. Bonjour et bienvenue Antoine Jouteau, vous êtes le président du Bon Coin en France. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler notamment d'une actualité importante. Votre maison mère norvégienne, Adevinta, a racheté avant-hier l'activité petites annonces d'eBay pour un montant colossal, il faut le dire, 8 milliards d'euros. Est-ce que c'était le bon moment ? Oui, c'était évidemment le bon moment. Vous savez qu'on murmure déjà depuis plusieurs mois des phénomènes de concentration mondiaux autour de l'univers des marketplaces et de la petite annonce. Et on a toujours dit, quand on a fait notre IPO l'année dernière, au moment de notre entrée en bourse, qu'on souhaitait participer à la consolidation de ce secteur-là. Et quand eBay a annoncé qu'il souhaitait se séparer de ses activités de petite annonce, évidemment, Adevinta, comme d'autres acteurs très importants, se sont positionnés.
Et c'est Adevinta qui a gagné parce que une vision industrielle du projet, parce qu'une offre intéressante pour tous les acteurs. Voilà, donc ouais, on est ravis. 8 milliards d'euros, surtout dans cette période de crise, de sortie de confinement, est-ce que c'est pas trop cher payé? Non, c'est jamais trop cher payé quand on devient le leader mondial de la petite annonce. C'est un gros montant, mais les actifs qui sont achetés sont des actifs très valables, des actifs européens, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Canada, qui sont des actifs incroyables, des actifs qui ressemblent au Bon Coin pour certains, et puis d'autres qui sont des sites plus spécialisés. Mais non, c'est la valeur d'un actif intéressant et qui va se bonifier en rejoignant Adevinta. Alors, eBay, acteur mondialement connu, présent avec 10 sites de petites annonces, présent au Mexique, au Danemark, en passant par l'Australie, donc dans des zones géographiques dans lesquelles vous n'êtes pas, vous, présent. Comment est-ce que vous allez absorber ces 10 sites et surtout réussir à dégager des synergies en un temps record? Alors ça, c'est une question. Alors d'abord, les synergies géographiques, la prédominance des actifs de eBay Classified sont d'abord sur l'Europe, qui est l'ADN de Adevinta. Donc je pense qu'on s'intéressera à tout, mais je pense que l'Europe va peser un poids plus important. Notamment, je pense à l'axe franco-allemand. L'Allemagne, ils sont du coup, l'Allemagne, vous êtes présent? L'Allemagne, exactement, où la France, où Adevinta n'était pas présent, mais va l'être grâce aux actifs de eBay. Donc, il y aura une présence européenne assez forte. Et du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir des doublons en termes de salaire? Non, alors en France, par exemple, il n'y a pas d'actifs de eBay Classified. Il y a certains pays où il y a des actifs qui étaient présents d'Adevinta et de eBay. Et puis, donc, il y a des procédures classiques d'appel aux autorités de la concurrence qui vont être engagées. Mais c'est un vrai acte de consolidation, la naissance d'un acteur numérique énorme en Europe. C'est presque démesuré, vous le dites. Moi, je crois que c'est pas démesuré. Je pense que c'est vraiment des entités qui se regroupent et qui vont générer des synergies incroyables, des synergies technologiques, parce que c'est une bataille technologique face aux GAFA, notamment. C'est des synergies de coûts aussi, avec des opportunités d'améliorer nos marges et puis aussi d'aller chercher. Vous avez gagné en rentabilité? Vous avez pu le chiffrer? Ça a été chiffré, il y a des synergies qui ont été listées, qui vont mettre aussi du temps à être mises en place, mais globalement, oui, ça a été évalué. Maintenant, il y a les opérationnels qui vont mettre en place cela, mais on a de l'ambition justement pour travailler nos synergies communes, et puis derrière, des ambitions aussi pour continuer à nous développer dans les pays sur lesquels on est. Il y a les opportunités en Allemagne, les opportunités en Espagne, en France, en Italie, au UK. Voilà, il y a beaucoup de travail et d'opportunités qui vont naître. Qu'est-ce que dit cette opération de consolidation du monde dans lequel on vit et de ce monde post-crise qu'on est en train de créer, Antoine Jouteau? Ce que ça dit, c'est que les habitudes de consommation partout dans le monde sont en train de changer. C'est ça qui est les incroyable, habitudes de e-commerce sont en train de s'accélérer. La consommation d'occasion va exploser dans les prochaines années. Et en même temps, Amazon, quand même, continue à croître, ça ne les empêche pas, mais parce qu'ils produisent un service évidemment de qualité. Mais aujourd'hui, ce que les gens réalisent partout dans le monde, c'est qu'il faut mieux consommer, consommer aussi plus localement, réutiliser des biens qui existent déjà. Donc ça, c'est une tendance d'occasion partout. Et puis, il y a aussi un phénomène de pouvoir d'achat. Tous les sites que nous drivons, partout dans le monde, génèrent des pouvoirs d'achat pour les particuliers, des revenus complémentaires et de la valeur ajoutée pour les professionnels. Dans une période qui va être assez instable pour eux, c'est pour ça qu'on a de l'adhésion et de l'adhérence, c'est parce qu'on est capable de fournir de la valeur ajoutée à tous les peuples. Et on va toucher 1 milliard d'individus dans le monde, 1 milliard d'individus, 3 milliards de visites mensuelles. Impressionnant. Je reviens sur les segments sur lesquels vous existez. L'automobile, c'était quand même une des forces d'eBay. Est-ce que ça va vous permettre, vous, d'accélérer dans ce domaine, peut-être en France? Alors en France, c'est déjà le secteur numéro 1 du Bon Coin. Donc d'aller encore plus vite, peut-être? Alors certainement, c'est déjà un secteur très actif où on a fait une acquisition il y a quelques mois, qui est le groupe Argus, qui a rejoint le groupe Le Bon Coin. Donc c'est déjà un secteur sur lequel on est très puissant. Donc certainement, il y aura des synergies qui viendront certainement aussi des actifs. Je pense à Mobilier en Allemagne, qui est un spécialiste de l'automobile. Mais je pense aussi aux autres pays d'Adevinta qui vont bénéficier du savoir-faire des actifs de eBay Classified en publicité, dans l'automobile. Voilà, ça nous donne aussi une taille critique pour être capable de scaler
et d'augmenter notre agressivité technologique et en termes de fonctionnalité pour nos utilisateurs. Agressivité technologique, ça veut dire que vous allez travailler sur l'ergonomie de votre site? Alors l'ergonomie, ça c'est, vous savez, qui fonctionne, mais qui est en fait un brin désuète, hein, quand même. Je ne sais pas si elle est désuète. Son objectif, c'est d'être efficace. Et, c'est sûr qu'elle est efficace. Et c'est le prisme de la simplicité, c'est celui du succès. Les plateformes aujourd'hui se complexifient énormément. Vos téléphones mobiles sont plus grands, mais ont assez peu d'espace pour montrer beaucoup de sophistication. Et c'est une bataille de simplification. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est beau ou pas beau? Ça, c'est pas à moi d'en juger. Est-ce qu'il est efficace? Ça, je peux vous le dire que oui. Et je pense que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être capable de générer des revenus aux particuliers, d'être capable de générer des leads aux professionnels, notamment en immobilier, en automobile et en emploi, où ils vont peut-être un peu souffrir dans les prochains mois. Voilà, nos plateformes, elles sont accélératrices de valeur. C'est notre job de faire ça. Je rappelle quelques chiffres. Le Bon Coin, c'est un chiffre d'affaires de 357 millions d'euros en 2019, 40 millions d'annonces en 2019, il y a quelques mois, qui a été un pic absolu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a un engouement de reprise. Après, que vous avez vraiment constaté pendant le confinement? Oui, il y a eu les 2 premières semaines une chute globale des activités de toute l'industrie de l'économie française. Et nous, on est en général à bon baromètre. Ça descend, on descend, ça remonte, on remonte. Le moral, ouais. Voilà, et puis même la consommation, parce qu'on est baromètre en automobile, en immobilier, en emploi. Et ensuite, depuis début avril, on augmente fortement nos audiences et on capte des contenus parce que, il y a une relance de l'économie et aussi le Bon Coin a mis des moyens assez importants, basculer son modèle vers du paiement, de la livraison, mis à disposition sur tous nos univers, basculer des nouveaux services pour les professionnels. Ça, c'est des investissements qui ont été faits et qui ont été accélérés pendant la période du Covid pour être capable, dès l'après-Covid, et j'espère qu'on est dans un après-Covid, d'être capable de fournir justement une croissance importante. Et nos résultats financiers l'ont démontré la semaine dernière. Est-ce qu'avec ce rachat d'eBay, votre business model pourrait évoluer? Il a déjà évolué. La trajectoire des sites de petites annonces un peu partout, notamment des généralistes, et toujours de continuer à être fort sur ce qu'on appelle l'univers des biens de consommation, hein, la mode, le loisir, l'équipement de la maison. Et dans ces univers-là, tous les acteurs dans le monde commencent à basculer leur modèle vers des modèles plus transactionnels, c'est-à-dire proposer du paiement, proposer de la livraison. Et le Bon Coin le fait déjà depuis 1 an et demi. Et il le fait de manière massive et assez accélérée. On communique dessus, on a développé toutes les fonctionnalités nécessaires. Et aujourd'hui, tous les actifs généralistes du groupe Adevinta vont le faire aussi. Donc, il y a déjà cette bascule de e-commerce, d'occasion, qui est déjà présente. Et ensuite, sur les autres modèles, les business models comme les nôtres sont des business models d'essayer de remonter la chaîne de valeur, de contrôler quand il y a la transaction, d'être présent en amont, en aval, pour rassurer l'acheteur et le vendeur. C'est ça notre métier. Quels sont les marchés sur lesquels vous êtes les plus forts? Vous parliez d'automobile, le numéro 2, numéro 3. Alors, les 2 premiers marchés, ce sont l'immobilier et l'automobile. L'immobilier et l'automobile. Voilà, qui sont vraiment nos flagships qui drivent la croissance du groupe. Et puis derrière, l'emploi qui se développe aussi. L'emploi se développe, la location de vacances, le tourisme se développe, malgré le contexte. On n'a jamais eu de taux de croissance aussi importants. Vous avez une légitimité sur l'emploi? Je pense qu'on l'a depuis des années. Aujourd'hui, nos chiffres de l'année dernière, c'est 800 000 personnes qui ont trouvé en France un emploi via le Bon Coin. Nos contenus d'offres d'emploi en ce moment sont plus élevés que ceux de début d'année. Donc on gagne des parts de marché dans un marché qui atone avec plusieurs centaines de milliers de demandeurs d'emploi qui sont arrivés et qui vont continuer à arriver. Donc oui, parce qu'on est une plateforme de rapidité, de mise en relation, d'efficacité. Et aujourd'hui, vous savez bien que ça va jouer au niveau des TPE, qui sont nos recruteurs captifs sur la plateforme. Et ce sont ces entreprises-là qui vont faire les coussins amortisseurs de l'économie. S'ils n'arrivent pas à recruter, ils n'arriveront pas à relancer l'économie. Donc c'est ce qu'ils font aujourd'hui en utilisant notre plateforme. Et on vient de passer gratuit en plus pour elles, pour les moins de 10 salariés. Petit à petit, vous êtes quand même concurrencé sur tous ces segments, les vêtements, les livres, la voiture, l'immobilier. Comment est-ce que vous faites pour rester dans la course face à des sites qui sont esthétiquement, ergonomiquement plus beaux que vous, finalement? Alors c'est toujours pareil, il y a la question de la beauté et la question de l'efficacité. Et de l'efficacité, mais ils sont efficaces aussi. Et vous? En fait, oui et non. C'est-à-dire que nous, on est un généraliste. On est une entreprise de technologie. Notre métier, c'est de traiter la donnée et d'être capable d'utiliser, de faire basculer nos utilisateurs d'un univers à l'autre.
Aujourd'hui, nous, on est une entreprise rentable. Et cette rentabilité nous permet d'attaquer plein de marchés en même temps. Ce qu'on est en train de devenir, c'est qu'on est un site généraliste, mais on est en train de ce qu'on appelle se verticaliser. Sur chacun des univers, on personnalise l'expérience. Sur la location de vacances, on met de la cartographie. Sur la mode et la maison, on met du paiement et de la livraison. Sur l'emploi, on met des bibliothèques de CV, etc., etc. On est capable aujourd'hui de paralléliser, grâce à nos 350 développeurs, on est capable d'adresser tous ces marchés en même temps. Et ensuite, c'est plutôt le Boncoin qui prend les parts de marché sur des univers sur lesquels il n'était pas attendu. Oui, et on vient et on change les codes. Et ensuite, peut-être que l'Orange n'est pas forcément celui qui plaît le plus. Par contre, l'ergonomie du Boncoin, son efficacité de navigation, derrière est très forte. Mais c'est parce que vous êtes généraliste que vous arrivez à cumuler les expériences. Généraliste et aussi parce que notre métier, c'est d'appréhender la technologie, de proposer des technologies comme l'intelligence artificielle, qui est un terme extrêmement compliqué à comprendre. Mais finalement, tout le monde s'en fiche. L'intérêt, c'est de savoir si l'intelligence artificielle, par exemple, est capable d'augmenter la mise en relation entre un acheteur et un vendeur, parce que vous êtes capable de rassembler une offre plus pertinente pour l'acheteur et un vendeur. Voilà. Très rapidement, on est pris par le temps. Vous avez mis les bouchées doubles sur l'hôtellerie récemment. Pourquoi ? Parce que c'est un univers complémentaire de la location de vacances, qui est un de nos univers importants au sein du Boncoin. On a aussi voulu, pendant cette période, mettre la main à la pâte et de proposer à ce marché un coup de main qui, comme vous le savez, bien sûr, est très secoué par l'après-Covid. Donc vous êtes une entreprise engagée. Nous sommes une entreprise engagée. C'est pour ça qu'on a décidé de passer nos commissions à zéro d'ici jusqu'à la fin de l'année, de signer des partenariats importants avec Logifrance et avec Accor, voilà, qui sont tout de suite. On a déjà un quart des hôtels français qui sont sur la plateforme Le Boncoin. C'est très encourageant. Et puis, on va continuer à se développer. Je crois qu'il faut un acteur numérique, une alternative à ces acteurs-là, rapidement. Et je pense qu'on peut candidater et puis on améliorera notre produit pour le faire. Merci beaucoup, Antoine Joutot. Je rappelle que vous êtes le président du Boncoin en France. Merci d'être venu sur ce plateau. On enchaîne tout de suite avec SmartView. Smart Fresh, tout de suite avec Aurélie Mota, cofondatrice de Societer. Bonjour Aurélie et bienvenue. Bonjour. On est ravis que vous soyez avec nous. Et Thomas Huriez, vous êtes le PDG de 1083, le jean 100% français. On a hâte que vous nous racontiez votre histoire. Mais on commence tout de suite avec vous, Aurélie. Aurélie Mota-Rivet. Vous avez donc cofondaté Societer. C'est une maison de conseil en Sustainable Leadership. Alors qu'est-ce que c'est le Sustainable Leadership, même si on a une petite idée, et pourquoi est-ce que cette notion, selon vous, est devenue incontournable pour les entreprises aujourd'hui ? Alors c'est parti en fait d'une conviction très forte, c'est qu'aujourd'hui on a en fait l'émergence d'un nouveau leader, un leader nouvelle génération qui n'est plus descendant, c'est un dirigeant qui est résolument, sincèrement engagé dans la société. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on attend aujourd'hui d'un dirigeant d'entreprise qui soit capable de donner du sens à son business par une raison d'être, par une mission, et qui soit capable d'avoir un impact concret, mesurable de son business. Donc il a vraiment un rôle de transformateur de société, si je le dis autrement. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'au-delà, au fond, des sujets d'image, de réputation, de RSE, dont on parle souvent, au fond, c'est un sujet de performance business qui se joue derrière l'engagement sociétal. C'est même une question, je dirais, de survie business. Et encore plus après la crise, on va y revenir parce qu'il y a eu une accélération phénoménale de ce sujet. Et justement, est-ce que vous avez remarqué que l'engagement des patrons, des dirigeants, il avait plutôt accéléré ou était en baisse pendant la crise ? Alors, c'est vrai qu'avant la crise, on a vu toute une série de mouvements positifs avec des dirigeants d'entreprise qui définissaient leur raison d'être, notamment, qui réfléchissaient au sujet d'entreprise à mission. Et on voit une accélération phénoménale avec la crise. 9 Français sur 10 aujourd'hui, selon un sondage IFOP pour Societer, pensent que les dirigeants d'entreprise ont un rôle majeur à jouer dans la construction post-crise. Donc on voit que les attentes sont phénoménales, sans précédent. Et donc pour moi aujourd'hui, au fond, l'engagement sociétal n'est plus une option. On a vu d'ailleurs au début de la crise une mobilisation extraordinaire des patrons et des dirigeants d'entreprise avec des grands groupes qui ont fait pivoter leur modèle en produisant du gel hydroalcoolique notamment, ou encore de la part des startups. On a vu l'initiative Protège ton soignant, avec une levée de fonds pour procurer du matériel médical, donc en complémentarité avec la sphère publique et les initiatives publiques. Donc on voit qu'il y a une accélération phénoménale
final pour répondre à votre question. Et le deuxième élément, c'est qu'on voit aussi que c'est un élément de résilience. La bonne nouvelle, c'est que c'est un élément de performance, mais aussi de résilience, c'est-à-dire que les entreprises qui ont bien traversé la crise, au fond, sont celles qui sont les plus engagées. Je vais prendre quelques exemples. Il y en a un bel exemple en face de nous. Ouais. On y reviendra tout à l'heure. Justement, on a envie de bien comprendre ce que vous nous dites. Si on commence à regarder, par exemple, le Next 40 par sujet, par capacité à comprendre les sujets de transformation sociétale, sur l'économie circulaire, dans tout ce qui est matériel IT, par exemple, reconditionnement du matériel IT, je pense à Back Market, qui a fait une levée de 110 millions d'euros. Ce n'est pas complètement un hasard, à mon avis, dans cet écosystème et dans ce contexte de débat public. Si je prends un autre exemple sur le futur du travail, Klaxoon, qui réinvente la réunion que vous avez reçue récemment, qui fait l'hybridité entre justement la présence physique, le présentiel, qui est un vrai sujet dans les grands groupes aujourd'hui, entre le présentiel et le télétravail à accélérer. Dans le domaine de l'éducation, je pense à notamment Open Classroom, qui a beaucoup aussi accéléré, puisqu'il faut repenser d'une certaine manière les métiers du marché du travail qui est très digitalisé. Et puis, si on pense à la sécurisation des données, pour prendre un dernier exemple, on voit bien vous parliez des risques de cybersécurité en début d'émission. La sécurisation des données est un énorme sujet avec l'accélération digitale. Et donc, typiquement, un ledger a été très résilient, qui sécurise, leader de sécurisation des crypto-monnaies et des données digitales critiques, a été très, très, très accéléré. Vous en parlez, Aurélie, comme si c'était simple de s'engager. Mais c'est pas si simple pour les entreprises. Et allons plus loin, est-ce que vous pensez que celles qui ne prendront pas la décision de s'engager, elles font une grosse erreur? Je dirais que ça dépend un peu d'où on part. Si on prend l'exemple de 1083, qui est complètement purpose native, évidemment, c'est plus facile qu'un grand groupe qui doit complètement faire pivoter son business model. Je pense aux énergéticiens, il y a plein d'exemples, évidemment. Donc ça dépend d'où on part, mais je pense qu'il y a un premier élément, un premier conseil, c'est d'être capable, au fond, d'accepter la complexité. Ça, c'est une forme d'humilité. Et je pense qu'aujourd'hui, le dirigeant d'entreprise, sa meilleure stratégie de communication, c'est l'humilité et la sincérité. Le deuxième élément, c'est d'être capable d'être aligné avec soi-même, mais aligné aussi avec les demandes et les attentes de la société. On en a parlé sur les startups. Et puis le troisième conseil qui me paraît essentiel, c'est la capacité à jouer au fond collectif, collaboratif. Je m'explique. Je crois beaucoup au dialogue entre les grands groupes qui ont besoin de se réinventer justement et des startups comme vous, des start-upers. Je crois beaucoup aux coalitions publiques-privées et sociétés civiles. On a vu dans la crise que le public ne peut pas tout, et c'est normal. Et donc que les entreprises peuvent venir compléter les initiatives. Et donc, je prends un dernier exemple pour finir. Dans le domaine de la biodiversité, il y a une coalition qui est née qui s'appelle The Lion Share, qui travaille avec le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement. Et l'idée est de faire une pub responsable, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utilisez l'image d'un animal, il y a un giving back, 5% des frais et des budgets médias qui sont reversés pour des programmes du PNUD. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, pour moi, le sujet, c'est les 3 P, People, Planet and Profit. Comment on arrive à réconcilier les 3? Et la bonne nouvelle, c'est que globalement, on n'a plus le choix. C'était votre question. Me poser la question de est-ce qu'on peut ou pas faire l'économie de cette transformation, de l'engagement dans la société? La réponse est non. Je pense que c'est une question de survie business. C'est ce que vous avez ressenti? Vous n'aviez pas le choix? Aurélie parle d'humilité, d'être aligné avec soi-même. Ce sont des valeurs qui étaient importantes pour vous aussi? C'est la genèse de 1083. Nous, on est nés comme ça. Et comme le dit très bien Aurélie, on part d'une feuille blanche. Donc, c'est beaucoup plus simple d'être vertueux quand on part comme ça. Et puis, nous, on a grandi dans une société où on a vu plein de localisations, plein de pollution, plein d'usines fermées. On n'est pas plus vertueux que nos aînés. On a juste fait avec les conséquences du précédent modèle économique. Donc, forcément, qu'on a fait différemment. Oui, il faut quand même avoir un état d'esprit, Aurélie le rappelle bien, être aligné avec soi-même, avoir des convictions. N'importe qui ne peut pas se lancer et faire... Donc, rentrons dans le sujet. 1083, c'est donc un jean 100% ou 97% français? 97, parce que les boutons rivets nous résistent et le coton aussi. 97% français. Finalement, vous êtes lancé un peu le même défi que Guillaume Gibault, le fondateur du slip français. Est-ce que c'était aussi sur un coup de tête? Moi, en fait, je suis informaticien à la base, mais je m'ennuyais dans mon métier d'informaticien. Donc, j'ai ouvert un commerce de mode éthique en 2007. Donc je confesse avoir vendu quelques bonnets péruviens parce qu'à l'époque la mode éthique c'était très ethnique, c'était pas forcément très heureux en termes de style. Et au bout de 4-5 ans de maîtrise de ce nouveau métier de commerçant, mes fournisseurs ont fermé. Et face à ces fermetures, j'ai décidé d'être mon propre fournisseur en créant ma marque de mode. Et pour le coup, comme je voulais partager mes convictions auprès d'une clientèle plus large que mes seuls semblables écologistes en quelque sorte, j'ai décidé de choisir un produit que tout le monde porte, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans. Un produit super mondialisé, super polluant, super concurrentiel et un peu français, avec le de Nîmes qui vient de la ville de Nîmes.
Et c'est pour cette raison que j'ai lancé une marque de jeans en 2013. Alors 1083, c'est donc la distance entre les deux villes les plus éloignées de France. Racontez-nous, c'est donc possible aujourd'hui, en 2019-2020, de fabriquer un jean 100% en France? Oui. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Comment est-ce que vous y êtes pris? Alors il y en a plein de difficultés parce que c'est compliqué de recréer une filière. Pour fabriquer un jean, il y a 8 étapes. La culture du coton, la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection, le délavage. Ces 8 étapes, on ne les a pas encore entièrement relocalisées. On en a relocalisé 7. L'étape qui nous reste à relocaliser, c'est la fabrication du coton. Et donc ça, on a un potentiel énorme parce qu'en fait, en France, on a un énorme producteur de coton. Ce sont nos poubelles. Donc l'idée, c'est pas d'utiliser les champs de coton en France, c'est pas de cultiver du coton en France, sauf super réchauffement climatique, on n'a pas le climat pour, et c'est souhaitable que ça reste ainsi. Par contre, on consomme tellement de vêtements de coton que l'on jette, que si on a la capacité de le recycler, de le récupérer, de détisser des vieux vêtements pour retrouver la fibre originelle, la refiler et refaire un fil neuf, à ce moment-là, on peut inscrire sa production dans un cycle d'économie circulaire totale où la poubelle disparaît. Quelques chiffres, en 2019, vous avez vendu 40 000 jeans. En 2020, vous me le disiez avant, environ 60 000, ce qui est quand même une croissance assez phénoménale. Le coût d'un jean, le prix d'un jean, c'est... On vend nos jeans autour de 100 euros. On a 100 démarré il y a 6 ans en financement participatif, on espérait vendre 100 jeans. Donc effectivement, 60 000 en 2020, c'est extraordinaire pour nous. Qu'est-ce qui explique cet engouement? Il faut demander à nos clients. Non, mais vous voyez bien, qu'est-ce que ça révèle selon vous? Moi, je pense que le chapeau d'une consommation et des décisions plus responsables de nous tous, êtres humains, c'est la proximité. Quand on vit les conséquences vertueuses des choix qu'on fait, quand ces conséquences sont immédiates, donc une proximité dans le temps, ou très proche en kilomètres, en fait c'est plus fort que nous, on agit mieux, on consomme mieux. Et quand on propose un jean made in France, plutôt bien coupé, qui fait des jolies fesses, à un prix abordable et bio, et bien finalement on s'ouvre à une clientèle beaucoup plus importante. Après, le chemin est encore long. On a vendu 60 000 jeans, c'est génial pour nous, on a créé 150 emplois, mais le marché français, c'est 88 millions de jeans vendus chaque année en France. Donc vous voyez tous les milliers d'emplois qu'il reste à créer en relocalisant toujours plus nos filières locales. Aurélie. On parlait des coalitions publiques-privées. Vous avez participé à des coalitions, justement, je pense au Fashion Pact qui avait été lancé, enfin tous les sujets de sustainable fashion qui ont été pris. Oui, je rejoins à 100% ce que vous disiez sur la sincérité, la puissance de la sincérité et sur la nécessaire diversité qu'il faut organiser entre les jeunes, les vieux, entre les grosses entreprises, les petites entreprises, entre semblables et entre différents. En fait, la diversité, c'est le moyen le plus performant pour être robuste et pour être connecté à toute forme de solution. Et ainsi, quand il y a des aléas, des crises, comme on a connu là au printemps, eh bien, y réagir le plus efficacement possible. On a vu qu'Amazon avait considérablement profité de la crise, et le patron d'Amazon d'ailleurs, Jeff Bezos. Comment est-ce que vous avez vécu cette crise, et est-ce que vous avez senti qu'il y avait une prise de position de vos clients? Est-ce que le site a chauffé pendant le confinement? Oui, on a progressé sur Internet, mais on progresse depuis 6 ans sur Internet. Pas plus que d'habitude. Comme d'habitude. Par contre, on a vraiment salué notre modèle économique parce que depuis le début, on est vraiment concentré pour faire 50% en digital, 50% en magasin. D'accord. Quand on pousse trop en digital, on investit dans les magasins. Quand on pousse trop dans les magasins, on investit dans le digital. Donc on contre-investit. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça permet de rester à 50-50. Et du coup, là, quand les magasins ont fermé, eh ben, le site web existait. Si demain, il y a un bug informatique qui bloque Internet pendant 2 semaines, eh ben, on sait qu'on aura encore nos magasins. Ça veut dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est le principe, c'est la diversité commerciale et la diversité de production aussi. Est-ce que vous avez le sentiment, Thomas Huvriez, d'avoir un petit peu secoué le monde du textile? Comment est-ce que vous vivez cette aventure? Il faut rester humble et raisonnable. On a créé 150 emplois, c'est génial. On a vendu 60 000 jeans, c'est génial. Mais le marché français, c'est 88 millions de jeans. Et le changement d'échelle, on ne le fera pas tout seul. Il faut embarquer les partenaires, il faut embarquer les clients, il faut embarquer les confrères, il faut embarquer les politiques. Donc il y a encore énormément à faire. Mais on doit être le partenaire et pas le concurrent de chacun d'eux pour accélérer cette transition. Donc on n'en est qu'au tout début. Et c'est chouette ce qu'on a fait, c'est trop bien. Mais il faut continuer fois 1000, quoi. Quand vous vous êtes lancé, le Made in France, c'était une petite niche. Aujourd'hui, on ne parle que de relocalisation. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Alors, quand j'ai commencé, il y a plus de gens qui rigolaient que de gens qui y croyaient. Donc, c'était même pas une niche, c'était même pas une goutte d'eau, c'était une vapeur d'eau dans la confiance que ça pouvait susciter. Maintenant, c'est beaucoup plus crédible et je dirais que ça a plus de visibilité encore que de réalité économique. Comme je vous disais, 60 000 jeans sur 88 millions,
c'est même pas 1/1000 du marché français. Donc il y a encore beaucoup à faire, mais la visibilité et surtout la crédibilité que l'on a aujourd'hui, elle est super encourageante et elle laisse augurer un bel avenir. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Thomas sur ce mouvement de relocalisation et le fait qu'aujourd'hui, vraiment, il y a eu un gap incroyable qui a été fait en 4 ou 5 ans. Complètement, mais on voit qu'il y a une demande très forte. On a oublié presque qu'il y a Oui. 4 ou 5 ans, c'était ringard le Made in France. Absolument, et je pense que ça rejoint en fait tous les sujets de transformation aujourd'hui des grands groupes et des groupes internationaux, parce qu'il y a aussi cette dimension. Comment on fait du local, parce qu'il y a une vraie demande, et en étant international, et donc comment on réconcilie des injonctions contradictoires d'une certaine manière, et donc on fait du multilocal. Enfin, je pense qu'il y a plein de sujets, et on voit d'ailleurs ce qui a été intéressant dans cette crise, c'est que le digital a été au service de plus de proximité. Donc ça, c'est intéressant aussi, ça réconcilie d'une certaine manière avec le digital et le numérique qui était aussi parfois critiqué. La seconde main, les experts du textile imaginent que ce sera l'avenir incontestable du secteur. Est-ce que vous réparez déjà ou est-ce que vous recyclez des jeans que vous rapportent des clients ? Alors on a Et même qu'est-ce que vous lancé- pensez de la seconde main ? Alors c'est génial, enfin, c'est absolument à développer. Il faut développer la seconde main, il faut développer la récupération des produits en fin de vie pour les recycler. Il y a énormément à faire sur ce sujet-là. Donc il faut y développer, mais est-ce que vous le faites déjà ? Alors nous, on le fait déjà parce que ça fait 4 ans qu'on fait un projet de R&D pour extraire le coton des vieux jeans. C'est un projet qui a été lauréat du concours innovation de l'ADEME l'an dernier. Donc on est en train d'industrialiser ce projet-là dans une usine qu'on a sauvée de la liquidation il y a 2 ans dans les Vosges, qui s'appelle Tissage de France. Et le deuxième projet qui est déjà amorcé, qui existe déjà, hein, on a lancé le premier jean consigné du monde il y a 1 an. Donc ce jean, il est monomatière, il est 100% recyclé en bouteille de plastique, il est 100% recyclable. Et pour être sûr de le recycler, de le récupérer en fin de vie, eh bien on le vend avec une consigne. Donc le consommateur l'achète 100 € plus 20 € de consigne, et les 20 €, on les rendra au client lorsqu'il nous rendra son jean dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, selon la qualité du jean et surtout l'usage du consommateur. Rapidement, vous voulez exporter votre modèle ? On veut pas exporter les produits. C'est aussi bête pour nous d'acheter en France des produits Évidemment. chinois que d'acheter en Chine des produits français. Empreinte carbone. Voilà. Donc, et puis cohérence. Si on veut être sincère et si on veut engager les gens, il faut être cohérent dans son modèle. Par contre, développer des filières locales, oui, bien sûr. Donc imaginez un 1083 chinois avec des ateliers chinois, ça serait génial. Le multilocal. Paradoxal, multilocal. très paradoxal. Bah, beaucoup moins pour moi que de vouloir envoyer Bien sûr. en Chine. Dernière question, Thomas Huriez. Est-ce que vous pourriez vous développer sur d'autres produits ? On le fait déjà à la marge. On fait bien sûr des baskets. On est issu de Romans, la capitale de la chaussure. On fait des t-shirts, on fait des pulls, on fait des vestes. Mais tous ces produits-là, on les fait en coopération avec d'autres marques. On a fait des vestes avec Smuggler. On va faire des vestes là avec une marque qui va se lancer, qui va s'appeler Belleville. On fait des ceintures avec. On va faire des ceintures avec Tonnerre de Belt. On va faire des t-shirts avec le maillot. En fait, c'est toujours en équipe avec d'autres acteurs pour grandir ensemble. On fait des pulls avec Saint-James. Voilà, c'est vraiment l'idée de grandir ensemble, non pas de grandir en écrasant les autres, mais en faisant grandir notre gâteau des marques qui essayent de faire les choses différemment. Merci beaucoup Thomas Huriez. Je rappelle que vous êtes le patron de 1083, le jean français. Merci beaucoup Aurélie Mota-Rivet. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Societer. Merci pour cette première chronique. Smart Up, c'est terminé. Vous retrouvez tout de suite Stéphane Soumier qui interviewe Jean-Pierre Petit. Très très bonne journée. À demain. Philippe Delorme, vice-président exécutif de Schneider. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Dans un monde toujours plus digital et plus électrique, votre groupe s'associe à 3 autres entreprises pour créer ce que vous avez appelé le Connectivity Ecosystem. L'idée, c'est de partager de la data pour être plus efficace sur un plan énergétique. Alors, avant de nous expliquer concrètement comment ça marche, ça veut dire que vous n'étiez pas capable d'avancer tout seul sur ce sujet-là, chez Schneider ? Ça veut dire que dans tout le monde du digital, nous, ce qu'on pense, c'est que ceux qui feront la différence sont ceux qui sont très flexibles pour bosser avec d'autres, pour arriver à simplifier la vie des gens. Et que quand on prend des solutions dans le digital juste parce qu'on fait chaque société one by one, en fait, on n'arrive pas à amener l'ensemble de l'expérience client avec le bon niveau de simplicité. Mais ça, est-ce que vous pensez que c'est valable pour d'autres secteurs ? Dans le textile, par exemple, il faudrait que chacun s'associe avec d'autres pour intégrer la chaîne de valeur ? Ce qu'on croit vraiment, c'est que plus on va aller vers le monde du digital, plus ça va forcer les sociétés à travailler entre elles, et on trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors, rentrons dans le détail. Le Connectivity Ecosystem, vous êtes donc associé à 3 autres entreprises. Absolument. Lesquelles ? Et qu'est-ce que chacun va faire
dans cette alliance? Alors, donc les 4 sociétés qui constituent l'écosystème, donc Schneider Electric, Somfy, qui est l'un des leaders dans les ouvrants, les volets roulants et les stores, Danfoss, qui est plutôt dans la partie chauffage, et Assa Abloy, qui est la dernière société qui nous a rejoint et qui est un leader mondial dans le domaine des serrures. Tous ces acteurs-là, historiquement, si je prends Assa Abloy ou Schneider, vendaient des produits non connectés, se sont mis à connecter leurs produits. Et nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est simplifier l'interconnectivité ou la compatibilité entre ces produits pour que la vie des gens qui utilisent ces produits soit beaucoup plus simple. Parce qu'à la fin, la technologie doit rendre un service. Elle n'est pas là pour rendre la vie des gens compliquée, elle est là pour rendre un service. Et ce qu'on a appris avec le Covid, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps dans l'espace de vie, dans la maison, et probablement de plus en plus. Ça ne va pas forcément continuer, ça. Je pense qu'avec le télétravail, ce qu'on voit, c'est que 25 à 30% des gens vont passer plusieurs jours par semaine dans la semaine travailler à la maison. Et pas seulement en France. Donc la maison est un lieu de vie qui sera encore plus important. Il y a d'autres lieux de vie comme les chambres d'hôtel qui vont beaucoup changer. On pourra éventuellement en parler post-Covid. Et là, il y a des choses qui s'accélèrent très fortement. Donc cette offre, elle s'adresse aux particuliers et aux entreprises, dont les hôtels. Et l'objectif, c'est de simplifier l'expérience de vie dans la maison et dans les chambres d'hôtel notamment, grâce à la technologie. Donnez-nous un exemple, parce que vous parlez serrures, portes, électricité. Je suis dans une chambre d'hôtel chez Marriott ou chez Hilton. Hier, je rentrais avec une clé, je touchais la porte. Aujourd'hui, j'ai peur de toucher cette porte parce qu'il peut y avoir des... Donc, je l'ouvre avec mon téléphone. Quand j'ouvre ma porte avec mon téléphone, ma porte d'hôtel, la serrure s'est connectée avec la lumière, la gestion d'énergie, la gestion de la température, et met en éveil ma chambre d'hôtel. La lumière se met en place, la température se met au niveau de température qui me va bien, et les ouvrants s'ouvrent parce qu'il fait beau dehors et que j'ai donné dans les paramètres à Marriott ou à Hilton que je préférais avoir ça. Et tout ça se fait sans que j'aille y penser. La transition énergétique, c'est évidemment le sujet chez Schneider. C'est l'un des sujets. L'un des gros sujets chez Schneider Absolument. aujourd'hui. Quelle efficacité énergétique, concrètement, est-ce que vous tirez de cette alliance? Alors, ce qu'on voit, c'est que dans la maison, il y a 10 à 20% d'optimisation énergétique. Un exemple très simple. Moi, j'ai des enfants, j'ai des teenagers qui me donnent beaucoup de cours en sustainability et en développement durable, mais qui éteignent pas toujours leur clim ou pas toujours leur lumière. La connectivité, ça permet de faire en sorte que quand ils quittent leur chambre ou quand ils quittent leur maison, la maison se mette en veille automatiquement. Et ça, c'est des économies d'énergie. Et puis derrière, c'est du service. Et je pense que le développement durable, c'est pas punitif. Ça peut aussi contribuer à une meilleure expérience de vie. Et finalement, quand les bâtiments ou les maisons sont mieux gérées, elles sont plus durables, mais elles sont aussi plus simples à vivre et plus sympas à vivre. Et c'est important. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne et quelle est l'importance de l'utilisation de la gestion de la data pour réussir ce pari-là? Sans rentrer trop dans le détail ou trop dans la technique, ce qu'on veut, c'est que finalement, dans ce connectivité écosystème, tous nos produits, les produits de Schneider, de Danfoss, de Somfy et d'Assa Abloy, puissent parler entre eux, simplement. Aujourd'hui, on vit encore dans un monde... Parler entre eux, pardonnez-moi, je vous coupe, mais ça veut dire que vous allez mettre des capteurs? En fait, tout ça, c'est avec du sans-fil. Et en fait, le principe simple d'opération entre ces 4 sociétés, c'est de dire que les produits seront de plus en plus compatibles entre eux, c'est-à-dire qu'une app de Danfoss pourra parler à un produit de Schneider, et que tout ça se fera sans que ce soit compliqué à mettre en œuvre, à la fois pour les gens qui développent des maisons, et puis éventuellement pour le particulier. Alors, vous n'avez pas monté ce projet uniquement dans un but écologique, évidemment. Vous optimisez beaucoup. Qu'est-ce que ça a comme incidence concrète sur la rentabilité de Schneider? C'est pas... nous, on part d'un principe, c'est que Schneider sera prospère si on sert bien nos clients. Et on est parti de nos clients qui nous ont dit on est très intéressés par tout le domaine des technologies digitales, que ce soit des clients professionnels et des clients personnels, mais on veut que ce soit plus simple. Donc, on a été... absolument centré là-dessus, en se disant comment est-ce qu'on peut amener une expérience plus simple et plus durable à nos clients. Et on est arrivé en se disant, en travaillant mieux avec d'autres grands noms de l'industrie, pour que la cohérence de toutes ces applications soit beaucoup plus simple pour nos clients. Ça veut dire que vous travaillez quand même sur le monde de demain quand vous créez une agence comme ça. Mais c'est le monde de demain, mais c'est quand même le monde d'aujourd'hui. Parce que la chambre d'hôtel dont je parlais, on en a vendu des milliers.
Comment va le groupe d'ailleurs? Vous annoncez vos résultats la semaine prochaine. Comment est-ce que vous avez traversé cette crise? Alors, je ne vous parlerai pas des résultats parce qu'effectivement, on en parlera la semaine prochaine. Ce qu'on peut dire, c'est que Schneider a des fondamentaux. Nous, ce qu'on veut, c'est amener un monde plus durable dont on pense qu'il sera plus digital et plus électrique. Et ce qu'on voit avec la crise et le Covid, c'est que tous les fondamentaux de Schneider sont renforcés par la crise du Covid. Il y a une plus forte aspiration à un développement durable, je pense qu'on l'a vu dans les élections, donc une grosse partie de notre proposition de valeur est là-dessus. Il y a eu une accélération d'adoption des technologies digitales, je pense qu'on l'a vu partout. Moi je l'ai vu familialement et je l'ai vu avec nos clients. Et donc ça, c'est deux forces très fortes qui finalement portent le développement du groupe pour le long terme. Et je pense que c'est ça le plus important. Je voudrais que vous illustriez votre propos. Le D'accord. Covid-19, est-ce qu'il a fait émerger de nouveaux produits, par exemple? Donnez-nous des exemples. Alors, on revient sur les chambres d'hôtel. Une grande peur dans les chambres d'hôtel, c'est de toucher les choses. Donc est arrivé le domaine de ce qu'on appelle le contactless, ou de se dire, un interrupteur, il faut qu'il puisse résister aux bactéries. Donc on a sorti des interrupteurs qui sont plus résistants aux bactéries, et puis on a encore accéléré la connectivité de nos offres pour qu'on puisse encore plus contrôler des interrupteurs, des prises, des thermostats avec des téléphones. Voilà, concrètement, des exemples très, très simples et très Vous parlez beaucoup des hôtels, mais qui sont les plus soucieux de la propreté, de l'énergie? Ce sont les particuliers ou ce sont les entreprises? Je pense que c'est les deux. Je parle des hôtels parce qu'en fait, on se rend compte que les gens qui pensent l'espace de vie de l'hôtel sont finalement assez avancés dans créer une expérience de vie qui soit un peu l'expérience de vie du futur. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, beaucoup de choses qu'on a déployées dans les hôtels, on est en train maintenant de le déployer chez les particuliers. Moi, ce que je vois, la domotique, tout le truc de la domotique, ça historiquement, ça faisait peur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tout se digitalise, ma montre est connectée, ma voiture est connectée, les maisons sont encore peu connectées et c'est une très grande opportunité. Et avec le Covid et l'adoption de technologies digitales encore plus fortes, on voit maintenant une opportunité qu'il y ait vraiment un basculement des usages là-dessus. Quel est le potentiel de croissance du marché de la domotique, justement, dont vous parlez, pour les particuliers? Ça peut être un relais pour le groupe Schneider? C'est une partie de notre activité, c'est pas la majeure partie. L'activité qu'on fait dans le résidentiel est entre 10 et 20% selon les pays, donc c'est pas la majorité de notre chiffre d'affaires, mais c'est quelque chose qui nous intéresse parce que ça matérialise la marque pour l'ensemble de nos clients. Et puis c'est quelque chose c'est un secteur qui nous permet d'apprendre très très vite avec des consommateurs. Donc c'est un domaine auquel on porte beaucoup d'attention. Dans ce sens, au sein du groupe Schneider, vous avez créé ce que vous appelez, vous, des usines, je cite, intelligentes, qui intègrent des innovations, des offres connectées. Qu'est-ce qu'il y a dans ces usines intelligentes et à quoi ressemblera le groupe dans une dizaine d'années? Comment est-ce que vous le dessinez, le groupe Schneider? Alors, ce qu'il y a dans les usines intelligentes, c'est d'avoir finalement une usine, c'est fait de plein d'automates et plein de machines et puis plein d'opérateurs, où finalement l'accès à la data est un peu compliqué et l'optimisation de tout le flux d'un process n'est pas forcément optimisée. Ce qu'on fait dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est rendre les datas très visibles, très simplement, avec des coûts d'acquisition des datas très faibles, et finalement de connecter les points entre les différentes phases du process de nos clients pour aller chercher les points d'inefficacité et faire en sorte que le process soit beaucoup plus fluide. Donc c'est toujours la même idée. Vous pouvez nous donner un exemple aussi? L'utilisation, la gestion, le décryptage de cette data, comment est-ce qu'il se fait? Ce dont on se rend compte, c'est que les gens travaillent un peu en silo, souvent. C'est une loi de la gravité et que finalement, ils ne sont pas toujours très bien coordonnés. Le fait de rendre les paramètres d'un process industriel visibles par les opérateurs et par finalement la ligne de contrôle au-dessus, fait qu'on voit très rapidement quand il y a des problèmes dans le process et qu'on peut réagir extrêmement rapidement, soit par des humains, soit par ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle qui corrige en temps réel les dysfonctionnements dans un process. Donc ça veut dire que dans un appartement, Ouais. il y aura de l'intelligence artificielle qui... Il y en a déjà.
Il y en a déjà, mais il y en aura quoi, fois 10? Je vous donne un exemple. On a lancé une offre aux États-Unis où finalement on met des petits capteurs très simples dans un tableau électrique. Et en fait, ces capteurs sont capables, envoient le signal sur un cloud et sont capables de détecter, selon la signature électrique de la consommation de chaque chose, quel est le profil de consommation du client, quand est-ce qu'il met en place sa cafetière, quand ça... Et tout ça, c'est fait avec de l'intelligence artificielle et avec du software. Donc l'intelligence artificielle, elle est déjà beaucoup dans la maison. Maintenant, c'est quelque chose qui demande à se déployer et où en fait, on se rend compte que plein de technologies aujourd'hui sont disponibles et qu'on a un sujet de les faire connaître, d'un peu briser la glace de la peur qu'il peut y avoir, d'être très rigoureux sur la cybersécurité. Il y a un sujet de protection des données également. Absolument. D'être très rigoureux sur la protection des données et la cybersécurité pour à la fin rendre service, simplement. Et c'est toute notre obsession chez Schneider, en lançant nos offres, mais aussi en étant extrêmement ouvert avec l'écosystème pour qu'on simplifie la vie des gens. Dernière question avant de terminer cette interview. On le sait, votre patron, Jean-Pascal Tricoire, est basé à Hong Kong. Est-ce que c'est tenable de maintenir un des hubs de l'entreprise Schneider à Hong Kong dans la situation actuelle? C'est une très bonne question. Nous, ce qu'on voit avec la crise, c'est que ça va être difficile de voyager. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est le point numéro 1. C'est le point numéro 1. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on pense, c'est qu'il faut être proche de nos clients et proche de nos employés, proche de nos équipes. On peut avoir une vision de l'entreprise où il y a un siège avec un drapeau et avec l'ensemble de l'équipe de direction à un endroit. Le problème, c'est quand on est une société globale, ça veut dire qu'on est loin de plein de ses clients et de plein de ses employés. Le choix qu'on a fait, c'est l'inverse. On s'est dit qu'on allait distribuer notre équipe dirigeante au moins à 3 endroits dans le monde, Hong Kong, la France et Boston, et aux États-Unis, et de travailler en réseau avec une équipe de direction en réseau. Et ça, on pense que c'est un choix très important, très structurant et un critère davantage compétitif pour nos employés et surtout pour nos clients. C'est drôle parce que vous me répondez crise du Covid, mais moi, en fait, je vais vous poser une question sur la situation politique sur place. D'accord, ok. Qui doit quand même poser des questions. On n'est pas en politique. Non, mais je veux dire, vous avez forcément une réponse à m'apporter sur le sujet. Alors, qu'on n'est pas en politique et que je pense pas que Est-ce que c'est tenable? Je pense qu'aujourd'hui, alors c'est une position très personnelle, je pense qu'aujourd'hui, les Hongkongais ont plus peur du Covid parce que le Covid est en train de revenir que de l'évolution politique. Après, je ne veux pas me mettre à la place et je considère que Hong Kong, je suis pas hongkongais, j'habite à Hong Kong la plupart du temps quand je ne voyage pas et que la situation politique de Hong Kong appartient aux Hongkongais. On restera là-dessus. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et on se retrouve juste après la pause. Sommet européen, enfin accord européen évidemment, et quelques jours après, on peut réfléchir, on a les tenants, les aboutissants, Capucine, et le sujet c'est accord historique, oui ou non? Oui, répond l'économiste Jean-Pierre Petit, vous allez l'entendre, mais il dit on va même pas assez loin, et en fait le sujet, mais Jean-Pierre Petit là-dessus est constant, depuis des années et des années, c'est la dépense publique n'a plus aucune importance. Il faut y aller à fond et ne pas mégoter sur les dettes et sur les dettes publiques. Écoute-le. L'accord européen, là, 390 milliards de subventions, c'est ça, hein, le truc vraiment fondamental, quoi. Ouais. Historique ou pas historique? Oui. Ah, vraiment, tu dis historique? Oui, historique quand même. Oui, je sais pas. Même si les gars martèlent, les Hollandais, les Autrichiens, mais attendez, c'est sans lendemain, et puis on a été raboté un petit peu partout dans le budget. Oui, mais je suis désolé, mais les frugaux, lorsque Merkel et Macron ont entamé ce processus de proposition au début du mois de mai, ils ont dit niet. Hein. Ils ont dit c'est zéro. Ouais. Des prêts, oui. Des subventions, c'est zéro. Ouais. C'est ce qu'a dit le Premier ministre autrichien, le Premier ministre néerlandais. Et là, il y a 390 milliards. Et il y a 390 milliards, mais derrière, eux, ils ont des rabais supplémentaires. Derrière, on grignote énormément de programmes. Non, mais c'est des rabais, c'est pas grand-chose, excusez-moi, mais je veux dire, c'est des petits pays. Hein, donc, ils rabotent quelques milliards. Ça, c'est pour vendre à... Mais même quelques centaines de millions, en fait. Voilà, non, mais ça, c'est pour vendre à leur opinion publique, en particulier aux Pays-Bas, puisqu'il y a des élections dans pas longtemps. Mais
C'est tout. C'est pour... il fallait quand même bien... Il faut que tout le monde soit vainqueur là-dedans. Vous comprenez, dans les sommets européens, il faut que tout le monde soit vainqueur. Ouais. Europe du Sud, Europe centrale, Europe du Nord. Donc voilà, c'est normal. Mais 390 milliards, les gens me disent c'est pas grand-chose. C'est 3%, pratiquement 3% du PIB de l'Union européenne. Mais à l'échelle du budget communautaire, c'est pas mal, parce que le budget communautaire, historiquement, depuis des décennies, c'est 1% du PIB communautaire. Donc, c'est pas totalement négligeable. Et puis, c'est la première mutualisation budgétaire. Alors, mais c'est ça. Alors, donc, tu connais l'histoire, et particulièrement l'histoire des États-Unis, d'ailleurs, Jean-Pierre. Donc, ce moment hamiltonien. Oui, tu me racontes Hamilton, c'est-à-dire la première dette fédérale entre les premiers États fédérés américains. Absolument, à l'époque il y en avait 13. C'est le premier secrétaire d'État au Trésor des États-Unis, du premier président américain, George Washington. Et en 1790, il faut dire qu'il y a une grande distorsion entre les États fédérés. Il y a la Virginie, qui est l'Allemagne de l'époque, en quelque sorte, qui, elle, s'oppose à toute mutualisation. Puis il y a tous les États qui sont effectivement en grosse difficulté financière à cause de la guerre d'indépendance, évidemment. Et l'initiative d'Hamilton, c'est de mutualiser. Mais en fait, les gens croient que c'est le démarrage d'une grande union budgétaire, mais pas vraiment, parce que les montants étaient très faibles à l'époque. Même jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les dépenses fédérales aux États-Unis, en pourcentage du PIB, c'est moins de 5%. Même en 1929, avant le New Deal, les dépenses fédérales américaines, c'est 3% du PIB. Ça peut paraître invraisemblable. C'est avec le New Deal, la Deuxième Guerre mondiale, et puis alors les programmes sociaux, la Social Security, puis Medicare, Medicaid, où on est monté un peu plus de 20%. Aujourd'hui, c'est 22-23%. Donc c'était déjà le moment Hamilton. Les Européens ont tendance à considérer que c'est le démarrage définitif de la fédéralisation budgétaire. Tu parles? Non. Il y a quand même une guerre civile. Non, mais il y a une guerre civile entre les deux. Entre 18. C'est ça. Qui a fait quand même. Je le rappelle. Très hamiltonien, ça. Oui, non, mais je voudrais juste rappeler que c'était pas un moment définitif. Mais oui, c'est vrai. Voilà, il y a bien sûr. Et il y a des États fédérés qui ont fait défaut sur leur dette. Donc, il ne faut pas croire que c'était la constitution définitive des États-Unis d'Amérique sur le plan budgétaire et financier tel qu'on les connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est un moment hamiltonien. Et pour moi, si vous voulez, je vais vous dire que c'est un petit moment hamiltonien. Voilà. Et c'est sans conditionnalité, parce que ce qui nous a aussi plombé au cours des dernières années, c'est la forte conditionnalité. Et sur le plan financier, c'est pas mal fagoté parce que les fonds vont devoir être disponibles avant 2022 à hauteur de 70% des 390 milliards. Ouais. Et ce sera remboursé sur 30 ans entre 2028 et 2058. Donc, la divergence entre les versements et les décaissements, si vous voulez, ça va donner du temps. Rentrons dans le dur. Ce sera remboursé par de la monnaie de singe de toute façon. C'est-à-dire, ce sera remboursé en euros. En euros émis par la Banque Centrale Européenne. C'est la monnaie de singe. En fait, ça va passer du Trésor italien dans les coffres de la Banque Centrale Européenne à travers la monétisation qui va continuer. Et parce qu'on n'a pas le choix, Stéphane. Voilà, c'est ça. On n'a absolument pas le choix. Aujourd'hui, on a les niveaux records de dette publique et privée aussi. Il faut quand même pas l'oublier, notamment la dette des entreprises. Ouais. D'ailleurs, les crises financières dans les pays riches, ça vient plus des crises de dette privée que des dettes publiques. Les dettes publiques, les crises de dette souveraine dans les pays émergents, c'est ceux qui n'empruntent pas dans leur monnaie. L'Argentine, l'Équateur actuellement. Et quand on emprunte en dollars, là, on est en grosse difficulté. Très, très important à dire ça, Jean-Pierre. Bien sûr. Ça, c'est un élément. Il y a beaucoup de gens, et on va en parler ensemble, parce que moi, quand même, je salue, parce que je suis convaincu par votre discours, Jean-Pierre, ce que fait la Banque Centrale Européenne, ce que font les banques centrales. Et surtout, j'essaye de convaincre les agences économiques, les chefs d'entreprise, arrêtez de vous inquiéter de la dette publique, c'est pas votre sujet. Voilà. Et sans doute une grande partie de cette dette ne sera jamais remboursée, point à la ligne. Mais elle n'est pas remboursée aujourd'hui. Et tout de suite, on dit l'Argentine. L'Argentine n'est pas endettée dans sa monnaie. Mais c'est ça la clé. Il y a pas mal de pays latino-américains ou du Moyen-Orient, ou d'Afrique, ou d'Asie du Sud, qui ont emprunté en dollars, historiquement. Et donc leur banque centrale ne peut pas aspirer leur dette. Non. La Banque centrale d'Argentine n'a le droit que de créer des pesos argentins. Voilà. Or, des pesos argentins, personne n'en veut pour des raisons assez évidentes. Des décennies de défauts en Argentine, personne ne va acheter ce truc-là. Ou alors à des conditions de taux d'intérêt totalement excessives. Et donc, attention quand même, parce que la zone euro n'est pas un État. Et la Grèce en sait quelque chose. Là, ce petit moment... Mais la Grèce, c'est avant
la grande opération de monétisation générale de l'ensemble des dettes européennes. La Grèce, c'est avant whatever it takes. Oui, mais c'est la leçon, justement. Bien sûr, mais avant, ça a duré quand même la crise grecque jusqu'en 2015 quand même. Hein. Après la fameuse phrase quand même de Mario Draghi, whatever it takes. Et puis, c'est la reconnaissance, pour moi, hein, par Angela Merkel de ses erreurs qui nous ont coûté si cher.